Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues et pour certains, chers amis. Il y a au moins deux personnes dans l'assistance qui sont véritablement des amis et des amis de longue date. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. J'ai été impressionné dans les exposés que j'ai déjà entendus par la richesse de la documentation, par le, la quantité aussi de la documentation et des réflexions qui en découlent, au point que je me disais qu'il y avait trop de matière pour un seul séminaire, un seul webinaire. Et j'ai un peu d'hésitation à en ajouter parce que mon rôle, malgré tout, est d'essayer de vous faire comprendre comment les économistes voient les problèmes des épidémies à partir de quelques éléments d'introduction qui concernent l'efficacité des interventions médicales, qui montrent ensuite combien un certain nombre de choix sont tragiques. Une unité spéciale en gendarmerie qui nous attend. Et j'en viendrai dans une troisième étape au cas des épidémies. Dans l'introduction, vous voyez Abidjan 1997, c'était la date de la 10e conférence sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida pour l'Afrique. J'ai été invité à donner une petite conférence, une intervention, et je vous cite l'intervention de Bernard Kouchner, puisque à Abidjan 1997, non seulement le ministre français de la Santé, mais le président de la République sont venus parce qu'il s'agissait de convaincre définitivement la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain à organiser le traitement des malades du sida. Et donc, vous voyez qu'on parle courageusement d'ingérence thérapeutique. Mais moi, j'étais un peu gêné parce que le programme en question prévoyait de subventionner à hauteur de 75 à 210 000 francs CFA par mois le traitement de 4 000 malades. En principe, c'était ça le traitement. La Côte d'Ivoire allait recevoir des financements pour traiter 4 000 malades. Elle consacrerait à chacun, selon sa situation sociale, 75 à 210 000 francs CFA. À l'époque, hélas, vous vous en souvenez peut-être, les traitements assuraient une survie de l'ordre de l'année. Et ce pays, au même moment, n'était pas capable d'assurer à chaque femme qui en aurait besoin la gratuité d'une césarienne, dont le coût était alors de 35 000 francs CFA, et dont on pouvait attendre, en ordre de grandeur, en majorité des cas, de sauver la mère et l'enfant. Donc, voilà, j'ai demandé quel était le fondement éthique d'une pareille décision et j'ai provoqué un silence glacé dans la salle au point qu'il n'y a pas eu une seule question. Je suis retourné à ma place et au bout d'un moment, il y avait une dizaine ou une quinzaine de personnes sur le rang derrière moi pour me dire « Vous avez raison de poser la question ». Alors, pourquoi poser cette question? Le monde médical, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la pratique de la médecine, cherche évidemment
à développer des interventions efficaces contre la maladie. Le problème qui se pose pour un économiste, c'est que l'efficacité est appréciée, on pourrait presque dire par chacun, en fonction de critères qu'il choisit. La durée de la survie, la limitation du handicap, dans certains cas, l'amélioration du bien-être subjectif du patient. Je me souviens que quand j'ai commencé à enseigner l'économie de la santé dans les années 80, l'Organisation mondiale de la santé elle-même disait que pour orienter les programmes sanitaires des ministères de la santé, il fallait prendre en considération le poids de chaque pathologie. Le poids, c'était le nombre de malades. Il n'était même pas question dans ce poids de durée de la survie, limitation du handicap ou d'amélioration du bien-être des patients. Et le problème que pose le problème que pose cette évaluation par chacun de l'efficacité selon des critères différents, c'est qu'en réalité, le système de santé ne peut pas fournir à toute personne qui en aurait besoin toutes les ressources de l'art médical. Le système de santé n'y répond qu'à travers des filtres. La disponibilité géographique des soins, les filtres socioculturels de l'accès aux soins, le filtre économique du financement des soins. Aujourd'hui, je pense qu'il est clair, et notamment à vos yeux, qu'aucune société n'est disposée à payer le coût qu'impliquerait la prise en charge de tous les besoins médicaux par les meilleures techniques connues. Évidemment, il y a aussi des problèmes du côté de la recherche pharmaceutique qui met l'accent sur des niches de rentabilité. On y reviendra sur un exemple. Mais donc, vous voyez que pour un économiste qui se préoccupe essentiellement, c'est leur fonction, de comment répartir les ressources entre les différents besoins qui sont exprimés dans la société. Ce qui concerne la santé, la gestion, on pourrait dire, publique du système de santé avec ses intervenants publics et ses intervenants privés, il faut que l'efficacité soit définie sur une base comparative pour que les résultats des interventions médicales soient rendus comparables. On parle donc désormais de charge de la maladie, combinaison de la mortalité qui découle de la maladie et des incapacités ou invalidités qu'elle laisse. Je passe rapidement sur la définition des DALY. Les Américains parlent de DALY, Disability Adjusted Life Years, année de vie corrigée de l'invalidité. Vous voyez qu'on nous dit, la première ligne dit qu'il s'agit des années perdues du fait de décès prématurés. YLL, c'est ça. Les années de vie perdues du fait de décès prématurés. YLD, ce sont les années de vie perdues du fait de l'incapacité, handicap ou temps perdu à se soigner, temps passé à se soigner. La première évaluation, les années de vie perdues du fait de décès prématuré, eh bien, c'est, vous le voyez tout en bas de slide,
c'est le nombre de décès par cause de maladie multiplié par l'espérance de vie à l'âge du décès prématuré. Imaginez un décès à 40 ans, espérance de vie qui reste supérieure à 40 ans. Donc, on va prendre les 45 ans, par exemple, d'espérance de vie à l'âge du décès et multiplier ça par le nombre de décès. En ce qui concerne la charge de la maladie liée à une incapacité ou un handicap, on va prendre le nombre de décès, le nombre de cas dans lesquels il y a invalidité ou incapacité temporaire, la durée moyenne du cas avant guérison ou mort. Si c'est une grippe banale, la durée, ce sera 8 jours. On multipliera ça par le nombre de victimes de l'épidémie de grippe. Mais on ajoutera aussi un poids ou une pondération pour l'incapacité, l'invalidité. Et il y a des travaux considérables pour fixer ces poids. Tous ces travaux ont commencé dans les années 1980 à l'initiative de Moho, qui était à l'époque dans l'équipe du bureau de l'OMS au Ghana, qui a publié le premier article. Ensuite, ces travaux ont été développés au quartier général de l'OMS à Genève par Chris Murray, qui un beau jour a été chassé de l'OMS parce qu'on trouvait que véritablement ces interventions devenaient trop gênantes. Elles avaient des conséquences terribles. Moi-même, j'étais à l'époque à Bamako, je me souviens très bien que les gens qui s'occupaient de la lutte contre la lèpre sont venus me voir en me disant « l'OMS est en train de saborder tous les efforts que nous faisons pour lutter contre la lèpre, parce qu'on ne donne pas à la lèpre le poids que nous voudrions. » Donc, il y a le grand problème autour du choix de ces pondérations. Je passe sur les données nécessaires. Elles sont gigantesques. Ce sont des données démographiques, des données épidémiologiques. Il y a aussi des hypothèses parfois contraignantes, celles que je cite en bas de ce slide-là. Mais voilà, par exemple, ce que ça montre pour le Maroc en 2019. Vous avez à droite la référence, vous pourrez vérifier. Ce qui est en bleu, ce sont les maladies non transmissibles. Ce qui est en rose, ce sont les maladies transmissibles ou bien les maladies liées à la naissance et au jeune âge. Ce qui est en vert, ce sont les accidents. L'intensité de la couleur dépend de l'accroissement de la rubrique en question depuis 1990 jusqu'à 2019. Par exemple, pour le diabète, vous voyez que pour le diabète qui est en bleu foncé au milieu, le diabète est une maladie dont le poids a augmenté. Mais vous avez l'asthme, par exemple, un peu aussi au centre. L'asthme, au contraire, est en bleu pâle, c'est-à-dire que l'asthme n'a pas beaucoup augmenté. La structure de la charge de la maladie a considérablement évolué au Maroc. Là encore, ce sont des tableaux, des graphiques que vous pouvez trouver en utilisant la référence que je vous ai donnée. Vous voyez qu'en 1990, la part des maladies transmissibles et liées à la naissance et au jeune âge était beaucoup plus considérable, qu'elle s'est réduite pratiquement de moitié
probablement plus de la moitié entre 1990 et 2015. Au contraire, un certain nombre d'affections ont vu leur part relative augmenter. Vous avez dans le coin en haut à gauche le premier rectangle, IHD, ce sont les cardiopathies ischémiques. Vous voyez que la surface qu'elles occupent en 2015 est bien plus importante qu'en 1990. Ce graphique donne l'évolution de la structure pour les affections dont la liste est donnée dans la partie droite du slide. Vous voyez deux choses. Vous voyez que ce qui est en rouge, là, pareil, et qui correspond aux maladies liées à la nutrition, a considérablement diminué. De même que quelques autres affections qui sont là en rouge et qui viennent, le code des couleurs est le même que dans les pages précédentes. Donc, ce sont des maladies liées au jeune âge ou les maladies transmissibles. Tout ceci mériterait d'être confronté aux données épidémiologiques dont on dispose, dont les épidémiologistes marocains disposent. Elles en sont issues, mais peut-être qu'elles posent cependant des problèmes d'interprétation qui présenteraient un grand intérêt pour une société comme la vôtre. Donc, on a maintenant une base pour évaluer les années perdues du fait de la maladie par type de pathologie et par conséquent, on a une base commune pour évaluer l'efficacité des interventions médicales contre ces affections. L'efficacité, ce sera le nombre d'années perdues dues à la maladie qu'on aura évitées. La première utilisation de cet instrument a été faite en 1993 dans ce grand livre qui pour moi a été une révélation qui était dirigé par Dean Jamison, un professeur d'économie dans une faculté de médecine américaine, avec des collaborateurs nombreux. Il est toujours très actif. Les premières, alors, vous voyez que les trois premiers mots, Disease Control Priorities, ont donné le nom au projet qui a duré de 1993 à 2020-2022, DCP. DCP1, c'était les travaux qui sont dans ce livre-là, et nous en sommes maintenant à DCP3. Je vous donne la référence là aussi. Vous voyez qu'au lieu de faire un gros livre de 700 pages, on a fait 9 livres qui peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de DCP3 et qui donnent des évaluations qui concernent cette fois-ci à la fois l'efficacité mesurée en DALI évité et le coût mesuré selon des méthodes qui ont été conseillées par l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis 20 ans, favorise l'élaboration de comptes nationaux de la santé et des études de coûts au niveau des établissements hospitaliers notamment. L'efficacité comparée est fondée sur la bibliographie. J'ai pris ici tout à fait, presque au hasard, une page qui donne
une vue d'ensemble des études de coûts concernant la chirurgie élémentaire, la chirurgie de base du système de santé. Vous voyez que les auteurs utilisent des travaux qui sont faits dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara ou d'Asie du Sud-Est, en Guinée, au Mexique, au Nigeria, en Inde, en Afghanistan, au Congo, etc. Le tableau continue peut-être sur une autre page. Vous avez les références bibliographiques et vous avez le coût par DALI évité comme résultat. Nous avons donc des instruments pour évaluer l'efficacité des interventions médicales et le coût de chacune. On combine ces informations en disant coût par DALI évité. Les choix tragiques commencent maintenant. J'ai reproduit là le livre des années 50, écrit par le docteur Porte, et puis j'ai mis à côté le grand livre des auteurs américains Beauchamp et Childress, parce que ce livre a été écrit par un philosophe et un médecin épidémiologiste. Ils l'ont écrit en 1979, ils l'ont énormément diffusé, ils ont organisé des cours, des séminaires, etc. Et leur livre en était en 2008 à sa 6e édition. Il est beaucoup plus riche et c'est l'un des livres sur lesquels je me suis appuyé dans un chapitre de livre que j'ai consacré à la question « Existe-t-il une place pour la justice dans l'éthique médicale ?» Le système de santé et l'éthique médicale, je vous ai annoncé tout à l'heure les problèmes du côté de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit là du cas qui s'est produit en 2012 d'un citoyen brésilien qui attaque le système d'assurance maladie parce qu'on ne lui rembourse pas le traitement qui lui a été prescrit d'une forme d'anémie hématurie. Ah, j'ai oublié. Hématurie cataclysmique nocturne, quelque chose de ce genre. Hémoglobinurie paroxystique nocturne. Oui, merci. Le traitement de cette maladie donc, lui a été prescrit, il a été mis au point par un laboratoire. Il coûte 440 000 dollars par an. Et dans un pays où la dépense moyenne de santé est de 369 dollars par personne. Ce qui apparaît, c'est que le laboratoire a mis en relation le médecin, le laboratoire et un avocat sont en relation pour attaquer les systèmes d'assurance maladie et obtenir, tant que faire se peut, le remboursement de leur maladie, de leurs médicaments, sans se poser la question précisément de savoir est-ce qu'il y a une base éthique pour donner 440 000 dollars à un malade, alors que en moyenne dans ce pays, on n'attribuera que 369 à monsieur. Et
les maladies rares, ni Shakash, ne sont pas le seul Soliris. J'ai mis là-dessus quelques exemples avec le chiffre d'affaires que les laboratoires en attendent. Évidemment, on a des moyens de traiter ces malades. On peut prendre des dispositions juridiques pour qu'ils soient traités. Mais si les ressources sont limitées, en prenant cette décision, on ne traitera pas d'autres malades. Et vous savez déjà très bien que on a déjà rencontré ce problème au moment de la prise en charge du sida. Il a été montré sur des données internationales que les pays qui avaient fait des efforts importants pour prendre en charge les malades du sida étaient aussi des pays qui avaient, pendant cette même période, négligé, par exemple, les soins aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, la protection maternelle et infantile. Donc, vous voyez que les connaissances qu'on a maintenant nous mettent la société en face de choix tragiques qui sont illustrés encore par ces graphiques. Je suis désolé qu'ils ne soient pas plus lisibles. Je n'ai pas trouvé le moyen de les rendre plus lisibles. Je ne pouvais pas les retracer. Mais éventuellement, vous pourrez, en consultant la référence, obtenir une image de meilleure qualité. L'ensemble des interventions qui sont représentées dans la liste a un coût par année de vie sauvée qui est représenté par les barres. La longueur des barres signifie qu'il y a une grande diversité de coûts ou une grande incertitude sur les coûts. Mais ce n'est pas le cas toujours. Dans certains cas, la marge d'erreur autour des estimations de coûts dont on dispose est assez étroite. Voilà un agrandissement de la partie basse du graphique. Voilà un agrandissement de la partie supérieure du graphique. Ce sont des choix tragiques dans la mesure où ils obligent aussi à choisir l'une des deux grandes orientations de l'éthique médicale, l'inspiration conséquentialiste, qui compare les solutions en fonction des conséquences qu'elles auront, et l'inspiration déontologique qui se fonde sur le respect de principes préétablis. L'opposition entre ces deux versions de l'éthique médicale, ces deux inspirations de l'éthique médicale est tout à fait claire. Dans le livre du professeur Porte, dont je vous parlais tout à l'heure, le principe essentiel de l'éthique médicale était: le médecin doit donner à tout malade toutes les ressources de l'art médical. Voilà un principe déontologique très simple, qui a le seul inconvénient de ne pas être applicable en pratique, de ne l'avoir sans doute jamais été. L'inspiration conséquentialiste, ça veut dire qu'on se donne les moyens d'évaluer les conséquences de chaque intervention. Et vous avez vu qu'on commence à avoir des instruments qui le permettraient, qui évidemment ne sont pas des instruments parfaits. Toutes les mesures sont conventionnelles dans tous les domaines et elles sont parfois très délicates. Le domaine de la santé en est certainement un.
mais un certain progrès a été fait. Le cas des épidémies a des traits spécifiques. La soudaineté, les pics de mortalité, les bilans, avec, et je pense que c'est nouveau, un pic d'émotion avec ses conséquences politiques. L'État est appelé au secours par n'importe quel petit groupe de la société, sommé d'intervenir. Les réseaux sociaux servent de caisse de résonance, les oppositions politiques sont à l'affût, etc. Le Covid est un cas exceptionnel. Au début, on s'est beaucoup inquiété de la valeur de R0. Certes, les valeurs un peu élevées conduisaient évidemment à une catastrophe. Comment a-t-on fait face au choix qu'imposait le Covid? On a dit en France, quoi qu'il en coûte. Partout dans le monde d'ailleurs, c'est l'option déontologique qui l'a emporté, y compris et en premier lieu en Chine. D'ailleurs, au début de l'épidémie, on n'avait pas les informations qui permettaient d'adopter la seconde option, c'est-à-dire l'option conséquentialiste. Elle était inapplicable. Et c'est peut-être l'une des conséquences à tirer des particularités du phénomène épidémique et surtout pandémique. Au moment de la décision, on n'a pas les informations nécessaires pour réagir rationnellement. À propos du scandale du tri des malades, qui revient de façon régulière dans la presse, en tout cas en France, j'ai été frappé de remarquer qu'on est à peu près à 100 000 malades morts en hôpital depuis le début de l'épidémie, alors que chaque année, dans les services de réanimation, 75 à 100 000 patients sous appareil de réanimation sont débranchés, sans parler des conditions d'accès aux services de soins intensifs dans les hôpitaux. À un moment, j'avais travaillé sur cette question à l'assistance publique de Paris. Décision tragique, on sait ce que c'est dans ces services-là. Mais tri des malades, évidemment, on le pratique au nom de l'efficacité. J'ai justifié un peu que, tout en me considérant comme humaniste, comme Francis Wolff, j'adopte une position plus favorable aux instruments dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus favorable que lui, et plus favorable que celle de Jean-Pierre Dupuy, que j'ai quelque part sur un autre slide, où Jean-Pierre Dupuy dit qu'il a en horreur cette idée de comparer le nombre d'années de vie sauvées. Moi, je pense que c'est un instrument qui est perfectible, mais dont on doit se servir, ne serait-ce que pour le perfectionner. Alors, dans les particularités, eh bien, la lutte contre la tuberculose, pour des raisons qui seraient peut-être analysées, mais la garde, le service de santé, les services de santé globalement ont baissé la garde du côté de la tuberculose.
le nombre de décès, le taux de décès augmente. Il y a quelques compléments sur cette diapositive, sur le fait que la tuberculose est moins bien prise en charge. On a la même chose en ce qui concerne la rougeole dans un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Je crois que je vais passer sur ce point-là pour parler de l'impact macroéconomique. Vous voyez que pour 4 pays industrialisés, les variations du produit intérieur brut par trimestre ont été tout à fait inédites. On a observé au deuxième trimestre de l'année 2020 une diminution de 10 à 20% du produit intérieur brut par rapport à ce qu'il était au quatrième trimestre de 2019. Et curieusement, vous voyez que la France a été le pays qui a connu la plus forte diminution, mais qui se retrouve au troisième trimestre 2021 à peu près au niveau où elle était au quatrième trimestre 2019. L'Allemagne, qui est un pays important dans l'Union européenne, important sur le plan du commerce international, a eu une chute moins brutale en 2020, mais n'a pas retrouvé au troisième trimestre 2021 le niveau qu'elle avait au début de la période. Ça, c'est quelque chose dont on ne mesure pas encore les conséquences à terme. En France, en tout cas, il commence à y avoir des articles pour dire que oui, c'est maintenant parce que certaines aides de la période la plus tragique du début de l'épidémie, certaines aides disparaissent et maintenant que les entreprises commencent à comprendre qu'elles vont faire faillite. J'ai fait la même courbe pour le Maroc avec les données des comptes nationaux, du HCP, et j'ai trouvé qu'au deuxième trimestre 2020, le Maroc a perdu aussi 15% par rapport au dernier trimestre 2019. Il a pourtant retrouvé maintenant, en 2021, à peu près le niveau du début de la période. Ça, c'est le même genre de choses pour le monde entier et pour la Chine. Ce qui est remarquable pour la Chine, c'est qu'elle a prévu à un moment une chute, mais elle a retrouvé la tendance antérieure à la chute très rapidement, et elle est toujours dans une perspective de croissance. Ce n'est pas le cas du monde entier. Le monde entier avait des perspectives de croissance, c'est la ligne bleue, mais il est resté nettement en dessous. Bon, la phrase que j'ai citée maintenant rejoint quelque chose que j'ai entendu chez l'un d'entre vous. C'est une citation de Jean-Pierre Dupuis, un ancien polytechnicien, ingénieur de haut vol, qui s'est tourné vers la philosophie, qui a enseigné la philosophie à l'école polytechnique pendant une dizaine d'années, et qui est ensuite parti aux États-Unis où jusqu'à présent il enseignait par petite période et il est désormais professeur là-bas à Stanford. Et il écrivait
il écrivait dans une discussion avec d'autres intervenants français, beaucoup de mots de la société moderne, tels que la démesure des unités de production, la densité des espaces urbains, l'éclatement des lieux de vie, l'accélération des déplacements, la désagrégation des familles, l'angoisse qui résulte d'une concurrence débridée entre les individus, et ainsi de suite, sont traités comme des pathologies susceptibles d'être présentées au corps médical et d'en recevoir une thérapeutique. Ces questions, qui relèvent de la sphère politique, sont ainsi naturalisées. La médecine, consciemment ou non, se fait la complice du statu quo. J'ai ajouté une première étoile, ces questions, celles qu'il vient de citer, comme celles qui ont entraîné la Première Guerre mondiale avec ses millions de morts et la Seconde. Il y a d'ailleurs une erreur. Voilà, j'en ai terminé. Je me rends compte, je suis désolé, je me rends compte que j'ai largement dépassé mon temps et je regrette, permettez-moi de le dire, que le président ne m'ait pas tiré les oreilles au moment où il aurait fallu. Je vous remercie de votre attention.